Olivier Dussault, bonjour. Bonjour. Nous sommes 4 jours après les élections régionales et départementales et on n'a toujours pas entendu Emmanuel Macron sur le sujet. Il n'y a aucune leçon à tirer de ces scrutins pour le président ? Ce sont des élections locales. Dans chaque élection, il y a des leçons. Il y a des leçons sur la participation, elle a été très basse. Il y a des leçons sur l'implantation des sortants, elle a été très importante. Et il y a un certain nombre de messages qui peuvent être exprimés ou de préoccupations qui sont énoncées. C'est pas important que le chef de l'État les exprime lui-même, ces leçons ? Le chef de l'État n'a pas à commenter chaque élection locale. Il a des occasions de s'exprimer, il choisit à quel moment et sur quel sujet il le fait. Ce qui est absolument sûr, c'est qu'il entend l'ensemble des messages, que ce soit au travers des élections, au travers de telle ou telle mobilisation, au travers aussi de la participation et de l'envie des Français de participer à la reprise. Tout ça, ce sont des messages qu'il entend et ça ne dicte pas son agenda d'expression. Cette participation très faible, elle veut dire quoi à vos yeux ? Elle veut dire que l'élection intervient à un moment où les Français recommencent à vivre, recommencent à travailler, recommencent à vouloir sortir et pouvoir profiter de ce que sont les plaisirs de la vie et qu'il y a certainement une marque de désintérêt pour une élection positionnée à ce moment-là de l'année. D'ailleurs, je rappelle que ce choix de la date du mois de juin a été fait à l'unanimité des groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat au mois de février et qui a été confirmé par l'ensemble des partis d'opposition alors que de grandes figures de la majorité comme Richard Ferrand, comme François Patria, François Bayrou avaient plutôt dit leur volonté de report lors du confinement d'avril. Au-delà de cela et au-delà de la période particulière, nous savons qu'il y a une forme de déficit, de fossé qui se creuse entre la représentation élective, quel que soit le niveau, et l'opinion publique. Et j'espère que les travaux qui sont ouverts, les réflexions qui sont en cours sur la manière dont on peut rendre de l'intérêt au débat politique et à la participation citoyenne seront riches et surtout fructueuses. Vous-même, vous avez été élu local pendant plus de 10 ans, un conseiller régional, maire d'Annonay en Ardèche. C'est pas gênant pour un président de ne pas pouvoir s'appuyer sur des relais dans les territoires pour expliquer sa politique, pour défendre ses réformes, pour faire remonter aussi l'humeur du pays ? La majorité présidentielle a gagné presque 150 conseillers régionaux dans cette élection. Elle a gagné des conseillers départementaux. Elle avait gagné des maires, mais aussi beaucoup de conseillers municipaux lors des élections municipales. C'est quand même un résultat décevant pour la majorité. Ça n'est pas un bon résultat, nous l'avons dit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne construit pas une implantation territoriale en 3 ans ou en 4 ans. On parle beaucoup de la percée des Verts, elle est réelle. Elle se fait au détriment du reste de la gauche, mais elle est réelle. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que les Verts cherchent à s'implanter et connaissent aussi des échecs. Vous venez du Parti Socialiste, vous revendiquez d'être toujours de gauche, et on ne cesse pas de dire que Emmanuel Macron devra chasser les électeurs à droite pour être réélu. C'est pas un petit peu frustrant pour vous ? D'abord, il n'y a aucune frustration, et surtout Emmanuel Macron a initié en 2016, et cela a été extrêmement concluant en 2017, un dépassement de ces clivages-là, avec la volonté de rassembler les bonnes énergies, de rassembler les bonnes volontés. Je participe à ce dépassement et je pense que c'est la bonne solution pour tirer le pays vers le meilleur et emmener le pays vers le meilleur. Il y a parfois des caricatures qui sont faites. Certains voudraient caractériser ou décrire le président comme un président de droite. Ça restera le président, et ça reste le président qui a permis la mise en place du reste à charge zéro sur les prothèses auditives, les prothèses dentaires, les lunettes. C'est celui qui aura permis la construction, la création d'une 5e branche de sécurité sociale sur l'autonomie et la dépendance. Celui qui aura dédoublé les classes de CP et de CE1 dans les zones prioritaires, pour reprendre un exemple très connu. Autant de réformes que la gauche aurait voulu faire et que la gauche n'a pas faites. Pas plus tard qu'il y a quelques heures, 2 jours à peine, l'Assemblée nationale a voté la loi bioéthique, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, la fin des discriminations en matière d'accès aux dons du sang pour les hommes homosexuels. Ce sont des réformes que la gauche aurait voulu faire. Et il y a aussi des choses que le président de la République et sa majorité font, en matière régalienne, en matière de soutien à l'économie, que la droite aurait voulu faire aussi. Et c'est la caractéristique du dépassement, c'est aussi la marque de fabrique de ce quinquennat. C'est ce qui explique les bons résultats économiques. Dans la perspective de 2022. Bien évidemment. Et le projet politique du président de la République, d'émancipation, de la volonté de casser les prédéterminismes sociaux, et pour reprendre une expression de 2017, la volonté de lutter contre toutes les formes d'assignation à résidence, professionnelle, géographique, culturelle, sociale, ça reste l'ADN du projet politique. Et la crise que nous avons vécue montre que ces inégalités de destin sont particulièrement fortes, peut-être plus fortes encore que tout ce qui avait pu être imaginé précédemment. Le confinement, la crise l'a montré, et ça donne encore plus de vigueur, encore plus de force à ce positionnement politique. Quel rôle peut jouer l'aile gauche de la majorité dans la perspective de la présidentielle de l'an prochain ? D'abord, un rôle de soutien et de loyauté, parce que c'est ce qui caractérise la démarche que j'ai entreprise avec notamment Jean-Yves Le Drian pour la construction de territoires de progrès au sein de la majorité. C'est aussi un rôle de proposition
de porter un certain nombre de sujets. J'évoquais à l'instant les inégalités de destin et donc la question de l'égalité des chances. C'est un point majeur sur lequel nous devons nous engager. Et puis c'est aussi rappeler un certain nombre de choses qui ont été faites. J'ai cité quelques exemples tout à l'heure de progrès sociaux accomplis au cours de ce quinquennat. J'aurais pu rappeler par exemple que c'est ce gouvernement qui a revalorisé de 100 € par mois le minimum vieillesse, l'allocation de solidarité spécifique. C'est ce gouvernement qui a revalorisé de 90 € par mois l'allocation adulte handicapé. Autant de choses qui ont été réalisées et que nous devons souligner parce que la crise du Covid est passée par là, parce que nous avons connu des mouvements sociaux et notamment les gilets jaunes et que parfois certains éléments de l'actualité effacent un peu de la mémoire collective les progrès qui ont été accomplis précédemment. Et donc c'est de la loyauté, c'est de la proposition, puis c'est aussi de la fierté pour ce qui a été fait et ce à quoi nous avons participé. Vous parlez des inégalités de destin. Le rapport Tirole-Blanchard remet sur la table la question des droits de succession. Est-ce qu'il faut ouvrir ce dossier-là ? C'est un débat qui, d'une certaine manière, est philosophiquement passionnant. Comment est-ce qu'on appréhende l'acquisition de la richesse ? Est-ce que l'on préconise, est-ce que l'on préfère un modèle qui consiste à accompagner les réussites, à accompagner et à aider à reconnaître ceux qui ont sué sang et larmes pour arriver à construire une fortune, à construire un patrimoine, à construire une entreprise, et puis ceux qui ont la chance d'être nés dans une famille particulièrement aisée et d'hériter d'un patrimoine sans nécessairement l'avoir construit. Philosophiquement, c'est intéressant. Et en pratique, parce que c'est explosif. Une fois que j'ai dit cela, je sais le caractère explosif de ce débat, avec parfois des inquiétudes qui naissent chez celles et ceux qui ne seraient pas concernés, parce qu'il existe aujourd'hui de tels abattements que l'immense majorité des Français n'est pas concernée par les droits de succession. Et puis surtout, nous avons une ligne de conduite au sein du gouvernement, qui est la baisse des prélèvements obligatoires. Nous aurons baissé les impôts des ménages et des entreprises de 50 milliards d'ici la fin du quinquennat, et nous nous opposons par principe, c'est une position constante que nous défendons avec Bruno Le Maire au Parlement, mais que le gouvernement tout entier porte, nous nous opposons à toute hausse de prélèvements. Y compris en matière de succession, de donation. On ne sort pas de la crise en augmentant les impôts. Ça, c'est une certitude, et c'est aussi l'expérience du passé, en 2010 comme en 2013. Alors, vous êtes en pleine construction du budget 2022 avec vos collègues du gouvernement. L'opinion révélait il y a 10 jours que les demandes des ministres dépassaient déjà de 22 milliards d'euros l'enveloppe de cette année. Et encore, tout le monde n'avait pas fait part de ses doléances. Le quoi qu'il en coûte s'est transformé en open bar ? Il n'y a pas d'open bar, et j'ai été un des premiers à dire dès le mois de janvier que si l'année 2021 marque la sortie de la crise épidémique, elle doit aussi marquer la sortie du quoi qu'il en coûte. Et je souhaite, j'espère, et tout le monde espère, je crois, que la vaccination nous permettra à la fois d'éviter une quatrième vague ou de la contenir très fortement, et surtout de sortir de cette crise épidémique. Et c'est aussi l'occasion pour moi d'appeler encore et toujours à la vaccination. Le budget 2022, c'est un budget de transition. C'est le retour à une normalité budgétaire. Nous devons retrouver un niveau soutenable de dépenses publiques. Et je dis cela alors même que d'une part, nous avons des engagements que nous devons financer, nous avons des programmations pluriannuelles auxquelles nous sommes attachés et que nous respectons, et nous avons aussi un plan de relance qui se met en œuvre sur 2 ans et qui se caractérise évidemment par de la dépense publique pour accompagner la reprise. Donc nous passons du quoi qu'il en coûte à une nouvelle phase de normalité. Nous veillons à la fois à revenir vers un niveau plus soutenable, mais aussi à surtout ne pas étouffer la croissance. La priorité absolue, c'est la croissance, c'est la reprise, c'est l'emploi. Nous avons des résultats qui sont encourageants. Le plus fort taux de croissance de la zone euro, 5% dans les prévisions du gouvernement, plus aux yeux de la Commission européenne et de la Banque centrale, la Banque de France, pardonnez-moi. Mais nous avons aussi des résultats sur le terrain. Le mois de mai se caractérise par un record d'embauches depuis 15 ans. 785 000 embauches, un rebond de la consommation, un rebond de l'investissement. Et donc nous devons trouver cette ligne de crête, à la fois pour revenir dans un volume plus soutenable, je l'ai dit, je le répète, je le répéterai à nouveau, mais en même temps ne pas étouffer cette reprise. Justement, vous parlez de ligne de crête, il y a les mesures de relance, il y a les programmations en matière de justice ou de sécurité, par exemple, avec des budgets en notamment la loi de programmation militaire que nous respectons intégralement. Où est-ce que vous allez trouver des économies pour compenser ces augmentations de dépenses ? Il y a des redéploiements qui sont possibles et que nous attendons de mes collègues. Il y a des économies à faire, notamment sur la question des achats de l'État. J'ai initié une réforme des achats qu'on appelle le plan achat de l'État, pardon pour la répétition. Il y a la volonté aussi, c'est un point absolument majeur, d'éviter la pérennisation de mesures d'urgence ou de mesures de relance. Nous l'avons dit dès le départ. Nous engageons beaucoup d'argent public pour répondre à la crise dans les mesures d'urgence et nous engageons beaucoup d'argent public pour accompagner la reprise avec le plan de relance. Ces mesures que nous prenons doivent être circonscrites dans le temps. Il ne faut pas sédimenter une nouvelle couche de dépenses publiques et gâcher les efforts qui ont été faits au début du quinquennat avec enfin
le respect des règles communautaires de 3%, avec enfin une diminution du poids des prélèvements obligatoires et enfin une diminution du poids de la dépense publique dans le PIB. Et donc, nous travaillons à cela. Nous avons toujours dit que notre premier objectif, c'est la croissance et le retour à un niveau de production de richesse au moins équivalent à celui d'avant-crise. Nous le visons pour le premier trimestre 2022, mais nous devons aussi penser finances publiques, peut-être sur une trajectoire un peu plus longue, parce que je le répète une troisième fois, il ne faut pas étouffer la croissance. Bien, justement, trajectoire un petit peu plus longue, est-ce qu'on peut se dispenser pour faire des économies significatives d'un report de l'âge légal de la retraite? Ça fait partie des débats qui sont en cours, et j'ai une double conviction. La conviction que le système actuel, qui était en déficit avant la crise, et qui l'est encore plus après la crise, doit être soutenu, doit être réformé pour être viable. Et une autre conviction, c'est que la coexistence de 42 régimes de retraite, qui pénalisent les travailleurs qui passent du public au privé, qui pénalisent les travailleurs dont la carrière est hachée par la précarité, ça n'est ni lisible ni juste. Et donc la réforme des retraites est nécessaire. Donc vous tenez à ce qu'on la fasse dans sa forme originelle, j'allais dire, parce qu'on parle surtout des mesures d'âge. Il faut poursuivre les deux objectifs d'égalité et d'équilibre. Il y a un arbitrage majeur qui doit être rendu, c'est celui du calendrier. Cet arbitrage, il relève du président de la République. Vous plaidez, pourquoi vous pensez qu'on peut faire des mesures de ce genre? C'est un arbitrage du président de la République et j'ai toujours considéré que dans le système institutionnel qu'est le nôtre, quand ça relève du président de la République, on peut travailler, on peut discuter, on peut échanger, mais on ne préempte pas une décision. Est-ce que vous avez les moyens l'an prochain de rendre universelle la garantie jeune, c'est-à-dire d'étendre dès 2022 une allocation et un accompagnement à 600 000 personnes? Il y a des questions financières et techniques. Il y a aussi des questions de substitution, puisque si une telle mesure était décidée, elle viendrait se substituer à des dispositifs qui existent, comme le PACEA, comme l'accompagnement individuel renforcé pour les jeunes. Et donc, il faut rebattre toutes ces cartes. Tenir compte aussi de la nécessité de monter en puissance, puisque, vous l'avez dit à l'instant, 600, 700 000, 800 000 18-25 ans à accompagner dans un parcours d'insertion, de formation, de retour à l'emploi, ça nécessite beaucoup de compétences, beaucoup de personnes pour les accompagner, donc ça nécessite une montée en puissance. Donc c'est difficilement faisable en un an? Aujourd'hui, nous travaillons avec Elisabeth Borne en particulier, nos services travaillent ensemble pour voir si c'est faisable, si c'est possible, comment on l'inscrit, dans quel calendrier. Et là aussi, cela relève d'un ensemble de mesures qui sont tellement importantes, tellement structurelles, que nous devons respecter un certain nombre de rythmes et de calendriers politiques. Et là aussi, je pense que le président de la République aura à dire son intention. Nous avons toujours écarté l'idée même d'un RSA jeune. Nous avons toujours été convaincus de la nécessaire conditionnalité à des aides, notamment en matière de formation et de parcours vers l'emploi. C'est tout cela qu'il faut regarder et le regarder avec attention. Le déficit de l'assurance maladie a atteint 30 milliards l'an dernier, ce sera à peu près la même chose cette année. Est-ce que se trouve à se résorber de lui-même en sortant de la crise sanitaire? De lui-même, jamais. Il faut toujours faire extrêmement attention et prendre les mesures nécessaires. Vous avez raison de dire qu'entre le déficit constaté en 2020 et celui que nous prévoyons pour 2021, nous sommes sur des chiffres assez semblables. Mais il y a une grande différence dans la manière dont ce déficit se construit. En 2020, il y a des dépenses de santé, évidemment, pour répondre à la crise Covid. Il y a surtout un effondrement des recettes du fait de l'arrêt d'activité et de la récession à presque 8%. En 2021, nous sommes plutôt sur une construction de déficit par des dépenses dans une période où nos recettes n'ont pas été reconstituées, à la fois la mise en œuvre du Ségur, alors que nos recettes sont inférieures à celles de 2019 pour au moins encore quelques mois, et puis des décisions extrêmement fortes que nous avons prises. La gratuité de la vaccination, c'est 5 milliards d'euros en 2021. La gratuité des tests, nous sommes un des seuls pays avec le Danemark à avoir une gratuité totale des tests. C'est presque 5 milliards d'euros aussi. Alors ça contribue pour un tiers au déficit que vous avez évoqué. Est-ce que ça n'a pas, cette gratuité des tests, des effets pervers? Et est-ce qu'il faut maintenir cette gratuité? On voit que ça peut inciter certains à préférer se faire tester plutôt que de se faire vacciner. La gratuité du test, c'est un élément majeur de la stratégie de lutte contre le Covid du gouvernement français. Aujourd'hui, il y a des réflexions, vous les avez rappelées à l'instant, en disant la vaccination est ouverte, la vaccination est facile. Il y a des doses, il y a des créneaux, vous pouvez vous faire vacciner, il faut vous faire vacciner. C'est la meilleure façon de vous protéger vous-même, de protéger les autres, de protéger l'économie et donc de protéger les Français. Dans une période où la vaccination est accessible, comme le président de la République s'y était engagé, rappelons-nous les sarcasmes et les critiques de l'opposition lorsqu'il a dit que tous les Français de plus de 18 ans auraient accès facilement à un vaccin avant la fin de l'été. C'est le cas, et c'est même le cas pour les Français de 12 à 18 ans. Donc l'objectif est rempli, et celles et ceux qui s'étaient répandus en critique devraient peut-être faire leur propre autocritique et constater avec nous cette réussite. Dès lors que c'est accessible, la question de la gratuité de certains tests peut être posée. Il n'y a pas de décision prise aujourd'hui, mais je pense que c'est une question qui est légitime.
qu'il faut peut-être penser de manière progressive, mais là aussi pour inciter à la vaccination et responsabiliser ceux qui ne voudraient pas de cette vaccination. Merci beaucoup Olivier Merci à vous.